ce n'est pas nouveau en Méditerranée. Ceux qui sont allés à l'école et qui ont eu la chance d'avoir des cours de latin savent très bien que Jules César lui-même avait commencé sa carrière en luttant contre les pirates dans la Méditerranée orientale. Les pirates, il y en a toujours eu en Méditerranée, qu'on les appelle corsaires ou qu'on les appelle pirates, on verra tout à l'heure s'il y a une différence. Hein. Et je pense qu'il y en a encore aujourd'hui. Hein. Vu ce qui se passe dans les eaux de la Méditerranée orientale, il doit encore y avoir des pirates aujourd'hui. Hein. Donc c'est un phénomène qui a traversé toutes les époques depuis plus de 2000 ans. Hein. Alors, pourquoi autour de Majorque? D'abord parce que c'est près de chez nous, c'est dans la Méditerranée occidentale. Hein. Vous voyez, hop, ah, mais non, il me l'a enlevé. C'est le portable. Ça s'est enlevé tout seul. Ça s'est enlevé tout seul, il n'a rien fait. Il l'a piraté. Ça va revenir, bon, ça reviendra. Bon. Je vais diviser cette causerie en deux. La première partie concernera la piraterie musulmane, parce qu'au départ, à partir du 10e, 9e, 10e, 11e, 12e, jusqu'au 12e siècle, ce sont les musulmans les maîtres de cette zone méditerranée, et ils sont pris Majorque, et donc à partir de là, ils contrôlent tout ce qui passe autour de l'île de Majorque et des îles Baléares en général. Alors, pour cela, pour cette première partie, je vais utiliser des textes narratifs, des chroniques catalanes et des chroniques arabes aussi, qui toutes les deux donc, parlent de ce phénomène de corsarisme ou de piraterie. Ensuite, au XIIIe siècle, au début du XIIIe siècle, c'est la conquête par le roi Jaume de l'île de Majorque. Et c'est trop fort? Il y a un écho. Il y a un écho. Bon. À partir de 1230, c'est la conquête de l'île de Majorque. Et donc, ce sont les Catalans qui prennent Majorque. Mais alors, on dirait que le fait de posséder Majorque, ça entraîne automatiquement les mêmes activités. Ce sont les Catalans qui prennent le relais des musulmans et qui deviennent à leur tour les plus grands pirates de cette zone de la Méditerranée. Et ça va durer jusqu'au XVIIIe siècle et même jusqu'au XIXe siècle. Et là, pour parler de la période de domination catalane, j'utiliserai des documents d'archives, en particulier des archives de Majorque, qui sont, et même les archives de la Chambre de commerce de Marseille, qui au XVIIe et XVIIIe siècle sont pleines de récits de piraterie et de procès pour des pirates, de bateaux vendus, de bateaux volés, de cargaisons volées, et des choses comme ça. Et du XIIe et XVIIIe siècle, ce qui ne change pas, c'est que pirates et corsaires, ils ne se contentent pas de voler des marchandises, ils volent aussi des gens. Parce que le Moyen-Âge et l'époque moderne en Méditerranée, c'est une époque d'esclavage. On oublie que l'esclavage a duré jusqu'au XVIIIe siècle en Méditerranée. Et autant que les marchandises, ce qui intéresse ceux qui se livrent à ces opérations de piraterie ou de corsarisme, ils s'intéressent aussi aux captifs. Parce que les captifs, c'est une source d'achat, de revente, de commerce. Donc, il y a deux sources importantes dans le commerce méditerranéen, que ce soit depuis le plus haut du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, c'est les marchandises, surtout les marchandises de prix, et puis aussi les gens, parce que les gens, c'est le butin et les captifs. Les gens sont aussi importants dans ce commerce que le butin. Ça, on ne le sait peut-être pas assez. Alors, je commence par Majorque au 9e, 10e siècle. Majorque, c'est l'île que la Providence a fait surgir de la profondeur des eaux pour être le refuge et la sauvegarde des marins venus de toutes parts.
Voilà pourquoi on la surnomme la croisée des chemins. C'est ainsi que définit la situation des Baléares en Méditerranée occidentale le frère dominicain Pedro Mansili lorsqu'il est chargé par le roi d'Aragon, Jean II, de transcrire en latin le livre des faits de son glorieux aïeul, le roi Jean Ier, le conquérant de Majorque. Mais cette position clé, ce n'est pas, ça va venir. Cette position clé, je voudrais la montrer quand même sur la carte. Cette position clé en Méditerranée occidentale, idéale pour le commerce et la navigation, en fait aussi un territoire constamment disputé depuis l'Antiquité, le lieu de toutes les rencontres et de toutes les convoitises. En fait, une frontière perpétuelle. Course aux pirateries, razzia ou contre-razzia sont à la fois la cause, la conséquence et plus souvent encore le prétexte à toutes les interventions. La domination musulmane, d'abord. Les Baléares ont été conquises par les musulmans en l'an 902. Elles ont d'abord été intégrées au califat de Cordoue, puis à partir de 1015 au royaume indépendant de Dénia. Dénia, c'est un peu au sud de Valence, en Espagne. Je vous le montrerai tout à l'heure quand nous aurons la carte. Et ces Baléares sont indépendantes jusqu'à l'arrivée d'autres conquérants arabes venus du sud qu'on appelle les Almoravides. Et ça va durer jusqu'en 1115. Mais quel que soit le pouvoir en place, et quelle que soit la richesse des îles, qui est abondamment célébrée par les géographes arabes, elle ne prospère qu'en ajoutant au commerce la piraterie. Ça y est. Ça y est, bien. Oh. Ah. C'est le mien qui ne marche pas. Ah, là, voilà. Majorque. Vous voyez, les cercles là sont des cercles qui représentent à peine 250 km. Vous voyez la position centrale, 500 km, vous arrivez en Sardaigne, à Marseille, à Almeria et tout le nord de l'Afrique du Nord. Dénia, c'est ici, un peu au sud de Valence, vous voyez. Et après 750 km, alors vous arrivez presque jusqu'à Rome. Donc, quelques jours de navigation, pas beaucoup, pour concerner toute la zone. Hein. Et donc, à cette époque-là, dès le Xe siècle, les pirates majorcains désolent les côtes de la Catalogne, du Languedoc, de la Provence et de l'Italie. Vous voyez, ils sont au centre de tout. Hein. La chronique de El Makai décrit l'émir de Dénia, Mojaïd, au début du XIe siècle, comme le plus grand pirate de son temps. De son vivant, dit-il, aucun vaisseau chrétien n'osait voguer sur les eaux de la Méditerranée. La situation ne change guère pendant un siècle au moins, malgré les progrès des marines italiennes, et surtout parmi les marines italiennes, celles de Gênes et de Pise. Pise et Gênes, qui vont dominer la Méditerranée à leur tour. Quant aux Catalans, pour le moment, on ne les voit pas en Méditerranée. Ce sont des terriens, pour le moment. Ce n'est qu'au début du XIIe siècle que la situation change, mais les émirs majorcains indépendants continuent leur razzia d'où ils ramènent butin et prisonniers. Ce sont leurs méfaits qui fournissent aux Pisa et au comte de Barcelone, Ramon Berenguer III, le prétexte de l'expédition qui se termine par la première conquête de Majorque par les chrétiens en l'an 1115. Et nous sommes informés par deux textes pisans. Le premier est une petite chronique de quelques pages, en latin bien sûr, la gesta per Pisanos facta, c'est-à-dire les gestes faits, c'est-à-dire les grandes actions faites par les Pisans, qui commence ainsi. En l'an 1115, sous le pontificat du pape Pascal II, une ardeur divine contre Majorque enflamma les citoyens de Pise et les peuples des autres cités de Toscane. C'est que le roi de cette île, un tyran
assurément cruel et de pire espèce, un eunuque tourmenté depuis longtemps d'innombrables chrétiens retenus dans les fers et dans les cachots. Le deuxième, c'est le Liber Maioricus, le livre de Majorque, un long poème écrit à la manière de Virgile, par un clerc, disons, de l'entourage de l'archevêque de Pise, qui a probablement participé à l'expédition. Je chante les guerres du peuple pisan, ses durs travaux sur terre et sur mer, la destruction des Sarrasins, le sac et la soumission de leur royaume. Une rumeur s'étend de l'Hespérie jusqu'aux cités latines, s'empare des Romains et des Siciliens, aucune plage latine n'est exempte de gémissement, car Majorque, confiante dans son pouvoir naval, est partie avec ses forces contre l'Italie. Elle se déchaîne contre les serviteurs de Dieu, profane les autels et les temples divins, met à sac et incendie villes et châteaux. Et tous les prisonniers qu'elle fait, elle ne les tue pas, mais les exhorte à renier le Christ et sa loi et à embrasser les mêmes prétextes de son race-là. La nouvelle de tant de malheur émeut le peuple pisan assoiffé de combat. C'est ainsi que le livre explique l'initiative pisane à laquelle le pape Pascal II va donner le label de croisade. C'est une croisade. Mais ce poème épique présente aussi l'intérêt de bien montrer l'état des forces en 1115. La puissance dominante en Méditerranée occidentale, en ce début du XIIe siècle, c'est Pise. Seule, sans l'aide des Génois, elle organise une expédition de grande envergure, mettant en œuvre des moyens, 500 navires, plus importants que ceux que pourra réunir le roi Jean en 1230 pour la conquête de Majorque. Les Sarrasins eux-mêmes parlent avec une admiration mêlée de crainte de l'ingénierie militaire des Pisans, de leurs machines de siège. Ils sont parmi les meilleurs constructeurs de mangonneaux, de tours, de chicanes et de fortifications, dit le conducteur arabe Al-Souli. Les Catalans, pour le moment, ils sont encore des supplétifs qui se font payer. Mais leur rapport militaire est incontestable. Ils vont fournir des troupes terrestres. Le comte Ramon Belengue III, depuis peu comte de Provence, a pu rallier des guerriers venus de tous les territoires, désolés par les pirates majorcains. Depuis Nice jusqu'à Tarragone, au sud. Voilà. On va le trouver. La composition de son armée nous montre la politique au nord des Pyrénées de la maison de Barcelone, en plein essor. Et en effet, il y a un traité signé à San Feliu de Guicho en 1214. Il est bien précisé que chaque fois que les Pisans voudront porter la guerre en Hispanie contre les Sarrasins, le comte de Barcelone sera leur porte-drapeau et leur guide. Ah. C'est bon, c'est bon. Il s'est rendu utile, c'est bien. parce qu'il est vexé. Mais la façon dont les circonstances de la signature de ce traité sont rapportées dans ce poème épique est tout à fait romanesque. La flotte pisane part de Pise et puis est égarée par une tempête qui aurait troublé Ulysse lui-même. Il touche une terre qu'elle croit être celle de Majorque. Ils descendent à terre, les combattants pisans, et ils attrapent 2 ou 3 natifs. Ah non, 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 c'est pas nous. Nous, on est chrétiens, et même catalans. Ah, catalan, c'est la première fois que le mot catalan, en 1215, paraît dans un texte écrit, sur un texte pisan. Donc, on est chrétiens, on est catalans, non, 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 on n'est pas des vilains pirates majorcains. Et ils appellent leur comte, et à ce moment-là, on signe le traité donc, de San Feliu de Guiche. Et puis après, on se dirige vers Majorque, on l'attaque de front,
on prend Majorque, c'est une énorme contre-razzia, totalement réussie. Les chrétiens délivrent les prisonniers, ramènent comme esclaves d'innombrables sarrasins, avec le roi, et amassent une énorme quantité de butin, et ils récupèrent même le produit des rapines des Majorquins, croix d'argent, livres saints, ornements d'église, que ces maudits sarrasins avaient pillés lors de leurs incursions en Provence et dans d'autres régions. Les Pisans emportent aussi des colonnes de porphyre. Et vous savez où est-ce qu'elles sont, ces colonnes de porphyre? Après 2 ou 3 ou 4 avatars, elles sont à l'une des portes du baptistère de Florence, en Italie, aujourd'hui. Et ils ont même emporté les chaînes du port de Majorque, qui sont quelque part perdues en Méditerranée. Mais le but était aussi de détruire le lit de pirates. Ce fut si bien fait, et le chroniqueur arabe Ibn al-Qardabous nous le confirme, que la flotte almoravide, qui viendra après, retrouve une ville noire et sans vie, que les Majorquins ne pourront jamais plus reconstruire à l'identique, en particulier la triple muraille qui l'entourait, ce qui aidera bien le roi Jaume un siècle plus tard. Finalement, c'est le chroniqueur arabe Ibn al-Idali al-Marakoussi qui présente l'explication la plus simple et probablement la plus exacte. À l'annonce de l'arrivée à Majorque d'une flotte almoravide venue de Daigne porter secours aux Majorquins, les chrétiens se sauvent leur méfait à compte. Et quelques semaines après, en fait, c'était pas pour rester, ils étaient venus chrétiens, c'était venu pour détruire le pirate et faire du butin et des prisonniers. Quelques semaines après, la flotte almoravide arrive et les Almoravides vont rester à Majorque jusqu'en 1203, quand ils seront à leur tour chassés par d'autres conquérants venus du sud du Maroc, les Almohades. Et leur installation à Majorque, les Almoravides, correspond à une telle recrudescence de la piraterie qu'on a même donné le nom d'État corsaire à leur domination sur les îles. Et nous avons un exemple qui nous touche ici, le sac de la ville épiscopale d'Elne. Ils sont allés en 1134. En 1134, l'évêque d'Elne ou d'Algar participe au concile de Narbonne et il nous raconte ce qui est arrivé à cause des pirates majorquins à Elne. Le pauvre évêque raconte comment les pirates sarrasins ont attaqué la cité épiscopale et quels méfaits ils ont fait. Meurtre, pillage, rapt, des otages. Et pour rendre les otages, ils ont exigé qu'on leur livre 100 vierges. Pour les avoir à leur disposition, les déflorer et s'en délecter. Le pauvre évêque, est obligé de dire ça. Il explique comment des chevaliers chrétiens, pour libérer les captifs et se débarrasser des pirates, courent par les fermes et les villages autour d'elles pour s'emparer des 100 jeunes filles et les livrer aux pirates jusque dans leur navire. L'archevêque horrifié décrète alors qu'il faut réunir l'argent pour racheter les captifs et que ceux qui donneront se verront concéder la rémission de tous leurs péchés. Les attaques des pirates majorquins vont donc se concentrer maintenant sur les terres de Catalogne, du comté d'Ampouille, du Languedoc et de la Provence. La conquête des îles par les Almohades en 1203, même si elle n'est pas accompagnée par une recrudescence de la piraterie, ne modifie en rien dans cette vie. Ce qui va changer, c'est la victoire des monarchies hispaniques sur les musulmans en Espagne. En 1212, à las Navas de Tolosa, c'est la grande victoire des monarchies hispaniques. Dès lors, la position des îles, des musulmans sur les îles, va être de plus en plus fragilisée. À tel point que celui que les chrétiens, le roi Jean lui-même nommera le roi de Majorque, Abou Yahya, en principe, ce n'était pas le chef, c'était un gouverneur, un wali. Et il est là depuis 20 ans, en 1229. Et il occupe le pouvoir parce que, tout simplement, les Almohades n'ont pas renouvelé, n'ont pas nommé notre gouverneur. Alors,
le roi Jean se trouve en face de cette situation. Et une fois encore, c'est la piraterie majorquine qui va lui donner le prétexte. Et il s'adresse à ces hommes, à un moment donné, un an avant l'expédition, à Lleida, et il leur dit: Baron, je vous ai fait rassembler ici pour vous dire que ce que j'ai à cœur de faire, car il est certain que le roi Sarrazin de Majorque a causé de grands dommages à mes gens, et le fait chaque jour. Aujourd'hui encore, il retient captifs mes hommes, et malgré les messagers que je lui ai envoyés, il refuse de me les rendre. C'est pourquoi je désire et je veux passer à Majorque avec toutes mes forces pour l'honneur de Dieu et de la chrétienté. Et pendant le siège, puisqu'il y a le siège, le roi de Majorque, des négociations s'engagent, et le roi de Majorque dit au roi Jean: je ne pense pas avoir de tort envers vous. Je m'étonne fort que vous soyez si irrité contre moi, que vous voulez me prendre de ce royaume que Dieu m'a donné. Et alors, le seigneur de Roussillon, Nuno Santos, qui est l'oncle du roi Jean, me lui dit: oh, mais vous aussi, vous en avez de grands torts. Vous avez pris un navire de son royaume avec des marchandises de grande valeur que transportaient les marchands. Il vous a envoyé un message et il vous a prié très amicalement, en nom de sa maison, de le lui rendre, et vous lui avez répondu avec violence et dureté. En fait, ça menace depuis un moment. 3 ans auparavant, le royer de Majorque, à Boyaya, a fait prendre dans le port de Tortosa. Tortosa, c'est un peu au-dessus, c'est un peu au-dessous de Barcelone. Il a fait prendre 2 bateaux, un génois et un catalan, qui se trouvaient là-bas pour aller chercher du bois. Parce que à Ibiza, auparavant, il y avait du bois. Maintenant, je ne sais pas qui est allé, il n'y a plus beaucoup de bois. Il y a beaucoup d'alcool par contre. Et même de drogue. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. À l'époque, on allait chercher du bois. Et bon, ils trouvent, les musulmans de Majorque trouvent ces 2 bateaux, un génois et un catalan, et les prennent. Alors, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais enfin, ce n'est pas la seule raison quand même qui pousse le roi Jean à conquérir Majorque. Parce que Majorque, vu sa situation, était une épine plantée dans le pied des Barcelonais. La marine barcelonaise commençait à se développer, les marins barcelonais, les commerçants barcelonais allaient en Orient, et le risque, c'est qu'ils passaient toujours dans les eaux de Majorque, et que les Majorcains étaient tentés d'intervenir là aussi. Donc, une raison de plus, pas seulement pour récupérer des captifs, également pour libérer le commerce barcelonais, qui est à ce moment-là en pleine expansion. Donc, une fois de plus, le prétexte, c'est la piraterie des Majorcains. Ce n'est pas, cette fois, une razzia, une contre-razzia. La conquête, l'occupation et le repeuplement même, à partir de la conquête, ont été contractualisés avec les nobles, l'église et les villes, aux Corts, c'est-à-dire aux assemblées de Barcelone, en décembre 1228. L'expédition est bien préparée. On est bien loin de la belle histoire de projet né fortuitement un soir au cours de dîner à Tarragone que nous raconte le roi Jean dans son livre des faits. Il sait qu'il peut compter pour cette expédition sur les bateaux du commerce barcelonais. Et le jour où la cour décide, l'assemblée, donc de l'église, des nobles et des bourgeois, décide d'aller appuyer le roi Jean à Majorque, alors c'est le déchaînement de l'enthousiasme à Barcelone. Parce qu'on sent à Barcelone que c'est un moment extrêmement important pour le développement de la ville et de ses activités. Et il y a un frère dominicain qui à l'époque travaillait pour le roi, qui nous livre ce petit texte qui résume bien
l'enthousiasme des Barcelonais à la nouvelle du départ de la conquête de Majorque. Le palais résonne alors d'une joie extraordinaire. La cour est définitivement dissoute et chacun rentre chez soi plein de nouvelles. La cité s'emplit de la nouvelle rumeur. Ce qui n'est pas la demande par les Russes, ce qu'on a conclu. Ceux qui en viennent ne peuvent tout raconter. Mais pour conclure, ils soulèvent les autres en criant « À Majorque, quel beau jour !» Aussitôt, de toute évidence, la cité est favorable à l'expédition. Elle emplit ses rues de tout le nécessaire. Elle offre en abondance des armes de toutes sortes pour la défense et l'attaque. La gente féminine occupe les rues à coups de bannières, voiles, équipements divers pour tant d'hommes et tant de chevaux. La plage elle-même perd sa quiétude, et c'est avec de grands cris que les marins s'occupent. Ici, on construit un neuf. Là, on restaure l'ancien. Ici, on choisit les plus forts. Là, on distribue une fois choisi selon leur office. Par ailleurs, la jeunesse n'est pas exclue de cette allégresse. Les enfants se rassemblent en bandes avec des vêtements en guise d'écus et des roseaux en guise de lance. Ils cherchent un lieu pour faire la guerre, les uns s'efforçant de défendre Majorque, les autres de l'enlever. C'est aux chrétiens qu'est donnée la victoire et aux vaincus une défaite honteuse. Ainsi, l'enfance, par ses jeux, annonce la réjouissance future, et pendant qu'elle agite un enfant, elle multiplie le soupir des anciens. Car les sages, craignant les vicissitudes de la guerre et les périls des imprévus, prient pour la victoire que préfigure le génie des enfants au sein de la paix. La conquête, je ne vous la raconte pas, c'est une autre conférence que je crois avoir l'occasion de faire ici. La grande victoire pour Barcelone, c'est que pour la première fois, les navires italiens sont absents de l'expédition. Cette entreprise reste une entreprise majoritairement catalano-aragonaise à laquelle viennent participer beaucoup d'Occitans. Et désormais, tous les traités que le roi Jaume va conclure avec les républiques italiennes inclura une clause de lutte commune contre les pirates. Donc, 1230, Majorque conquise par les Catalans. Que vont devenir les îles? Que change la prise de Majorque pour les Catalans? Elle leur donne la maîtrise de ce secteur de la Méditerranée occidentale, bientôt confirmée par la conquête de Valence, et facilite le grand développement de leur commerce. Par contre, ce sont eux qui reprennent à leur compte la course, ce mal endémique, cette activité à laquelle tout le monde se livre à côté du commerce, qui la conditionne ou en même temps, en temps de paix ou en temps de guerre, contre ses ennemis du moment et même contre ses amis. Et les Catalans vont devenir très vite les dignes successeurs des pirates sarrasins de Majorque. Et ils ont commencé très tôt, car dès la prise de Majorque, en 1230, l'oncle du roi, le seigneur de Roussillon, Nuño Sanz, va s'y livrer en personne. Une fois Pâques 1230 passé, nous dit le roi Jean, dont Nuño arma une nef et 2 galets pour aller faire la course en Berbérie. Et c'est aussi de Coyur, qui est le port du seigneur de Roussillon, Nuño Sanz, que partent en 1234 ces mystérieux Calculini pour conquérir Ceuta au Maroc, occupé par les Génois. Comme vient de le démontrer Pierre-Vincent Clavry, que vous connaissez peut-être, à l'aide d'un document génois peu connu. Non, les pirates, ils partent pas forcément de Majorque, ils partent aussi de Coyur. Ce n'est que le début de la carrière de corsaire du seigneur de Roussillon. Elle ne se limitera pas, d'ailleurs, à attaquer les navires des Sarrasins. J'ai retrouvé son testament, rédigé en 1241, et on nous en apprend de belles. Il demande, à l'article de la mort, quand on fait son testament, parce qu'il faut quand même parvenir au paradis, on se confesse, et il demande qu'on recherche les propriétaires de 2 navires pisans, donc alliés, capturés par les siens, et qu'on les indemnise si on peut les retrouver. Il s'agit d'une nef prise près de Barcelone, estimée à 6 000 sous de Gênes, et de notre bateau pris du côté de la Corse et amené à Marseille, où il fut estimé 13 000 sous. Ces bases d'opération semblent bien avoir été Coyur et Majorque, où la conquête lui a donné des propriétés importantes.
Ainsi, les textes narratifs de l'époque, même s'ils manquent souvent d'impartialité, n'en donnent pas moins une idée finalement assez juste de l'évolution des rapports de force autour des Baléares au XIIe et XIIIe siècle. Des musulmans aux Italiens, pisans d'abord, puis génois, puis après aux Catalans. Il confirme aussi que celui qui est le maître de Majorque reste le mieux placé pour contrôler cet espace et y faire régner sa loi. C'est en particulier la raison qui poussera au siècle suivant le roi d'Aragon, Pierre le Cérémonieux, à liquider le royaume de Majorque et à conquérir et Majorque et Roussillon pour faire l'unité de la couronne d'Aragon. Désormais, la course catalane est promise à un bel avenir en Méditerranée, comme si la possession des îles entraînait fatalement la poursuite de cette activité par ses possesseurs. Dès le XIVe siècle, le roi Pierre le Cérémonieux, sous le roi Pierre le Cérémonieux, elle devient une véritable industrie. Et la moitié des bateaux majorquins sous Pierre le Cérémonieux au milieu du XIVe siècle sont des bateaux corsaires ou pirates. La guerre sur mer est une donnée permanente, est une donnée permanente de la vie quotidienne des Méditerranéens de cette époque. Sur mer, on ne sait plus qui sont les amis ou qui sont les ennemis. Tellement les alliances entre chrétiens fluctuent. Ah, il y a la République italienne, il y a Pise et Gênes qui ne s'entendent pas. Et il y a les Provençaux, qui sont de notre État, les Catalans. Et même entre Catalans, le comte d'Empúries ne respecte pas la législation du comte de Barcelone. Il agit à sa guise, comme il veut. Un corsaire en mer a tendance à se transformer en pirate. Qu'est-ce qui importe? C'est l'appât du gain qui commande. Les Majorquins s'en donnent à cœur joie. En 1323, un corsaire majorquin quitte Majorque et il a l'autorisation du roi de Majorque d'attaquer les navires des musulmans, mais uniquement des musulmans. Mais au bout de quelques semaines, il n'arrive à attraper aucun navire musulman. Alors ça commence à grogner dans l'équipage. Ça commence à grogner, d'autant plus que le capitaine est jugulaire. Il respecte les instructions du roi de Majorque. Et alors, qu'est-ce qu'ils font les autres? Ils disent, on ne va pas rentrer, on ne va pas perdre une campagne complète, des mois de travail, de navigation, de privation, et rentrer la bourse plate à Majorque. Alors il y a une mutinerie. Il toussine le capitaine. Oui. Ils ne veulent pas rentrer Baudouille, qui est trop respectueux des alliances. Ils foutent à fond de cale deux marins castillans qui étaient partisans du capitaine, et puis ils les déposent tout nus sur une île déserte au large de la Sicile. Et puis après, à voler tout ce qui se présente. C'est comme ça qu'on vit. Le nouveau chef qui a pris position, il leur dit, vous voulez vous remplir les poches, tout le monde est d'accord, eh bien, puisque Dieu ne veut pas que nous rencontrions les musulmans, emparons-nous de tout ce qui passe à notre portée. Les pauvres, nul ne sait quel sort a été celui des deux marins castillans qui ont déposé tout nus sur une île déserte. On s'en fiche. La seule règle qui est à peu près respectée, c'est la guerre entre chrétiens et musulmans. Automatiquement, les chrétiens sont les ennemis des musulmans et les musulmans les ennemis des chrétiens. Mais vous savez, il y a des arrangements avec le ciel. Tout ça, c'est très théorique. Tout ça, c'est très théorique. On est obligé de se parler. Ne serait-ce que pour racheter les captifs, faits par les uns ou par les autres. Comment voulez-vous racheter les captifs si vous ne parlez pas à celui qui les a capturés? Et inversement. Donc il y a fatalement des échanges. Car les captifs, je vous le disais au début, font partie du butin. C'est aussi important
c'est aussi important que les marchandises, les captifs, ça a un prix. Hein. Qu'est-ce qu'on en fait des captifs? S'ils n'ont aucune valeur marchande, on les trusille. On les fout à la mer. S'ils peuvent travailler, ou s'ils ou elles peuvent servir à s'ouvrir des pulsions sexuelles, on les réduit à l'esclavage. Enfin, les gens qui ont un peu de sous, on repère ceux qui peuvent payer, on fixe une rançon. Et à ce moment-là, il y a tout le jeu des échanges entre... Hein, il y a même des ordres religieux qui sont spécialisés là-dessus. Hein. C'est l'ordre de la Trinité, qui est fondé à Picardie, par un Provençal, en 1298. Oui. Et les Trinitaires, qui sont très présents en Provence. Et puis après, il y a l'ordre de la Merci, des Mercédaires, fondé à Barcelone par un Languedocien, Pierre de Nolas, en 1229, juste avant la conquête de Majorque. Hein. Les deux ordres religieux qui sont spécialisés dans le rachat des captifs. Hein. Sans compter tous les intermédiaires que le roi Jean appelle dans son livre Échéa. Hein. C'est un métier à risque, hein, d'être intermédiaire, hein, parce qu'on risque d'y rester aussi captif. Hein. Voilà. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Alors interviennent des marchandages et des palabres. Et j'ai eu la chance l'année dernière de tomber sur un document magnifique, sur un procès qui s'est tenu à Majorque au début du XIVe siècle et qui a été déniché par l'érudit majorquin Aguilot. Et je vais vous raconter tout ce qu'on peut tirer de ce procès. En 1312, le sultan de Bougie c'est marqué, envoie une ambassade au roi Sanche de Majorque, qui se trouve à Majorque. Il aurait pu se trouver à Perpignan aussi. Ce sont ces deux capitales. Et il s'agit de faire un traité, de signer un traité entre Bougie et le royaume de Majorque. Il n'y a pas de traité pour le moment. Hein. On est toujours théoriquement en guerre, même si on fait du commerce. Hein. On va signer un traité, cette fois, officiel. Hein. Alors, le roi de Majorque désigne comme ambassadeur un marchand majorquin qui s'appelle Grégory Salembe, qui va négocier à Bougie. Grégory Salembe arrive à Bougie et commence cette discussion. Un accord est finalement conclu, mais il faut le faire signer par les deux parties. Et au dernier moment, l'émir de Bougie dit « Bon, moi je veux bien signer, mais il faut me rendre tous les gens de Bougie qui sont captifs à Majorque et en Roussillon. » Et le roi de Majorque dit « Ben, à ce moment-là, vous me rendez tous les gens de Majorque et de Roussillon qui sont prisonniers à Bougie. » Ce qui fait que le traité est prêt, mais on ne peut pas le signer tant qu'on n'est pas d'accord sur l'échange des captifs. Grégory Salembe va à Bougie et il dit « Moi, je ne suis pas compétent pour décider de vous rendre vos compatriotes prisonniers à Majorque ou à Perpignan. » Et il remonte sa galère. Mais il ne quitte pas le port. Et là, le petit jeu commence. Le sultan de Bougie lui envoie son vizir. Il lui dit, mais non, écoutez, on va quand même s'entendre. Ah non, moi je ne suis pas compétent pour ça. Je ne suis pas compétent.
C'est la première des feintes qui fait partie de tout le répertoire qu'il va suivre. Il se replie sur sa galère. Et il attend. Oh, il n'attend pas longtemps. Hein. Il n'attend pas longtemps. Il reçoit la visite d'un chrétien. Qui ce chrétien? C'est le commandant catalan, le chevalier Garcia de Mora, qui commande la milice chrétienne qui protège le sultan de Bougie. Parce que les Catalans étaient très renommés pour être fidèles dans à ceux qui les payaient bien. Et comme le sultan de Bougie n'avait pas confiance dans ses coreligionnaires pour le garder, il préférait avoir une milice de Catalans. Il y en a partout des milices de Catalans dans le Maghreb de l'époque. Donc, Garcia de Mora, il monte sur le bateau, il va voir le Salembe, et lui dit, bon, ça suffit ces histoires. Il faut qu'on s'entende maintenant. Sinon, on ne signera jamais la trêve. Et il lui dit, je t'apporte une bonne nouvelle. On a retrouvé 12 Marocains captifs à Bougie. Mais le sultan veut que tu libères 40 habitants de Bougie captifs à Majorque. Et la négociation repart. 12 contre 40. Le Grégoire dit toujours, moi je ne suis pas habilité à conclure, je ne suis pas habilité à conclure. Et il demande la libération sans contrepartie des 12 Majorcains. Le commandant de la milice dit que la position du vizir est formelle. Pour que le sultan accepte de remettre 12 chrétiens, il faudra qu'on lui rende 40 musulmans. Oh. La conversation dans une impasse. Dans une impasse, le commandant de la milice quitte la galère, mais la galère ne quitte pas le port de Bougie. Elle reste toujours à quai. Parce que ça va continuer. Quand le capitaine de la milice descend de la galère, il rencontre deux personnes, deux chrétiens. Un marchand génois qui était là pour ses affaires et le consul des Majorcains à Bougie. Parce qu'on était en guerre, mais il y avait quand même un consul. Et il y avait la milice catalane qui protégeait le sultan. Quel monde quand même. Ils disent, comment ça va la négociation? L'autre dit, Grégoire, il dit, mais ça va pas du tout. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Et il remonte sur la galère, le génois et le consul. Il lui dit, bon, il y a un élément nouveau. Contre les 12, le sultan ne demande plus maintenant que 32 musulmans. Et alors, Grégoire il dit, mais moi j'ai toujours pas le droit de signer un truc comme ça, je suis pas autorisé à faire ça. Alors le consul majorcain lui dit, écoute, fais gaffe, maintenant ça suffit, parce que tu vois pas, nous on ne peut pas commercer tant que la trêve n'est pas signée, tant que le traité n'est pas signé, on ne peut pas commercer. Et puis, si tu refuses de faire ça, nous on va être emmerdés ici. On ne sera plus en sécurité, nous les marchands catalans qui travaillent sur Bougie. Et moi je suis leur représentant. N'oubliez pas qu'on est en guerre, officiellement. Et ça recommence. L'étape suivante, le vizir accepte non plus 12 contre 32, mais 12 contre 30. On se rapproche, mais lentement. Alors du coup, le Grégoire il dit toujours, moi j'ai toujours pas le droit de signer ce truc-là. Alors tu lui dis, mais tu te rends compte que tu nous empêches de commercer tranquillement. Alors, pour deux, tu ne veux pas faire ça. Mais moi, je dis le représentant des commerçants
catalan à bougie. Il dit, moi je te les paye les deux. Hein, je te les paye les deux. Mais il faut qu'on signe ce fameux traité. Sinon on ne pourra plus commercer. Ils vont sera plein de sécurité ici. Alors finalement, Grégori accepte de céder et de rendre la liberté à 12 bougiots, esclaves à Majorque, à 32 bougiots esclaves à Majorque, en échange des 12 Majorcains qu'on a retrouvés du Gabon. Vous pensez que tout est arrangé, hein? Eh bien non. Mais non, c'est pas arrangé. L'affaire ne reste pas là. Parce que dès que le vizir est informé de l'accord, il désigne l'habitant de Bougie, par écrit, et il dit, tu vas à Majorque chercher nos compatriotes qui sont captifs là-bas à Majorque. Mais alors, il lui donne une liste. Et ils vont voir Grégory, ils lui disent, voilà, la liste. Ah non, non, non. Il dit, là je ne marche pas. Parce que, comment voulez-vous que je vous donne cette liste de 32? Non. Ils sont peut-être morts, ils ont peut-être déjà été libérés, ou ils ont été revendus ailleurs. Comment voulez-vous que je m'engage à vous donner les 30 noms qui sont sur la liste? Des palabres s'en suivent encore, au milieu desquelles le citoyen de Bougie qui a rapporté au vizir la position de l'ambassadeur lui dit, écoute Grégory, on le sait que tu es un brave homme, tu vas arranger ça une fois arrivé à Majorque, tu vas arranger ça. Bon. Vous vous rendez compte dans quelle atmosphère se déroulent ces négociations. C'est une interminable discussion entre amis et ennemis. Et vous allez me dire, comment on sait tout ça? Parce qu'il y a eu un procès après. On a soupçonné Grégory d'avoir reçu de l'argent des gens de Bougie pour faire un accord malgré tout. Hein. Et il y aura un procès, durant lequel tout le monde va dévaler. Et c'est pour ça que nous savons ce qui s'est passé. Donc en fait, les Majorcains désiraient ne pas trop mécontenter les gens de Bougie, mais Salémé ne voulait pas s'engager à libérer exactement ce que souhaitait récupérer le grand vizir. Voilà. Toutes ces phrases que nous avons la chance d'entendre nous mettent à présence de la réalité. La réalité, c'est que le traité n'était pas ratifié. Il y avait pourtant un consul en poste, un consul majorcain en poste à Bougie, un capitaine, un chevalier catalan, qui commandait la milice qui protégeait le sultan de Bougie, et des émissaires, aussi bien français que musulmans. Par contre, j'étais surpris dans ce procès de ne jamais trouver un interprète. Visiblement, où ces gens n'avaient pas besoin d'interprète, où il y avait suffisamment de gens d'un côté et de l'autre qui parlaient la langue des autres. On dit les Catalans qui vivaient à Bougie devaient avoir appris un peu d'arabe quand même. Hein. Et comment voulez-vous qu'un commerçant international commerce sans parler la langue du pays? Bon, il n'y a pas d'interprète. En fait, chacun, au cours du marchandage, chacun des partenaires feint d'être prêt à rompre, mais il ne désire pas rompre. Hein. Voilà comment ça s'est passé à l'époque du royaume de Majorque. Et ça a duré combien de temps? On ne sait pas l'issue. Finalement, on ne sait pas s'ils ont été libérés, les gens. On ne sait pas du tout. En fait, le traité existe, il a été signé. Je l'ai vu. Le traité est signé. Et il est rédigé en arabe d'un côté et en latin de l'autre. C'est comme ça que j'ai compris qu'il y avait dedans. Mais ça, c'est un épisode du XIVe siècle. Mais cette plaisanterie a continué jusqu'au XVIIIe siècle. Jusqu'au XVIIIe. Même l'époque dorée du corsarisme majorcain, c'est le XVIIe, c'est surtout le XVIIe. La deuxième moitié du XVIIe. Comme le montre d'ailleurs une thèse magistrale qui a été écrite par un de mes camarades, Gonçalo López Nadal,
sur le corsarisme majorquin. Cette période correspond à un moment où la France est presque constamment en guerre contre l'Espagne. Et l'Espagne décrète tous les ans, le roi d'Espagne décrète tous les ans, à ce moment-là, qu'il y a une flotte corsaire avec des lettres de course officielles qui va quitter Majorque et qui va aller écumer toute la Méditerranée et ramener tout ce qu'elle pourra. Et après on partagera les bénéfices entre le roi d'Espagne, l'armateur, propriétaire du navire, et l'équipage. Et en fait, on s'aperçoit qu'à cette époque, la plupart des embarcations majorquines s'adaptent. Aucune n'est exclusivement marchande. Toutes s'arment, s'équipent de pièces d'artillerie et embarquent beaucoup plus d'hommes qu'il n'en faut pour faire naviguer un vaisseau. Pourquoi apporter beaucoup plus d'hommes? Parce que ces gens-là sont appelés à se battre. Au début, c'est la guerre du blé. Et après, c'est tout le reste. Après, toute prise est bonne à négocier, qu'elle soit maghrébine ou européenne, française, italienne ou autre. Et bien sûr, les esclaves sont présents qui devront se racheter ou être vendus. Les traités entre nations fluctuent, si bien que l'on ne sait plus quelquefois si le navire attaqué est ami ou ennemi. Souvent, on ne s'en préoccupe pas, et la frontière entre corsaires et pirates est fluctuante, mouvante. La meilleure définition, elle est donnée par le professeur Latin. La meilleure définition, c'est celle-ci. Les corsaires, c'est nous, les pirates, c'est eux. Moi, je veux dire. Et à Majorque, ce petit monde est particulièrement actif et organisé. À la base, les marins se recrutent parmi les classes sociales les plus défavorisées. Et quand il n'y a pas assez de marins, on procède à la rafle. La rafle sur les ports, tout ce qui traîne dans les boîtes. On les embarque. Les embarque, c'est les bateaux corsaires. Ça s'est fait longtemps sur les ports de l'Atlantique, en France aussi. La rafle, c'est un procédé de recrutement énergique. Après, quand vous y êtes, vous y êtes. Au-dessus, il y a les capitaines. Les capitaines, qui sont-ils? Les capitaines, au départ, ce sont des petits patrons de barques de pêche, complètement analphabètes, et qui se sont élevés au-dessus de tout, en prenant tous les risques. Petit patron, puis capitaine de bateau, nous connaissons leur nom. Ils s'appellent Pelefletches, Jarmucanals, qui sont au service des armateurs. Les armateurs sont des nobles propriétaires. Et en haut, il y a le roi d'Espagne qui distribue les lettres de course. Et il se trouve que cette pratique est un formidable ascenseur social. Jarmucanals, analphabète, parti de rien, prend tous les risques, a toutes les chances. Il finit par commander la flotte qui part tous les ans. Pelefletches aussi. À la fin de sa vie, Jarmucanals est anobli. Il devient noble. Et c'est le plus grand propriétaire terrien de tout Majorque. Ses descendants encore, ils sont. Ils spéculent encore sur les terrains à Majorque, les descendants de Canals. Je pourrais vous dire les noms. Parce que la course, ça rapporte beaucoup. 2 tiers pour l'armateur, 1 tiers pour l'équipage, après versement de ce qu'on doit au roi. La période dorée correspond aux années au 4e quart du XVIIe. Et les Français, ce sont ceux qui ont le plus à souffrir des corsaires ou pirates majorquins. Les Français, les bateaux français représentent la moitié des prises. C'est pour ça que mon collègue Nadal est allé à la Chambre de commerce de Marseille, où il a trouvé toutes les archives pour les procès. Et il ne faut pas croire qu'il s'agit d'une activité folklorique ou marginale. Durant une période considérée de 10 ans, on a pu compter 300 bateaux originaires des ports français de la Méditerranée pris. 30
30 bateaux par an. Pris pour à Marseille, à la Seine, à Martigues, à La Ciotat, à Cassis, à Toulon, à Saint-Tropez, à Fontignan, à Sifour, à Agde, à Arles, à Pont-Louis-de-Rhône. 30 bateaux perdus chaque année en moyenne. Tous les ans, l'escadron de Majorque prend la mer au service de Sa Majesté le roi d'Espagne. En 1678, sous les ordres de Pelleflèche, elle comprend 3 vaisseaux et 2 pataches. Ils font une très grosse prise de la Nouvelle-Jérusalem, commandée par Pierre Audibert de Marseille, et qui revient d'Orient, qui vient de Smyrne, pleine jusqu'à rabord de ballons de soie, de laine, de coton, de tapis, d'indienne, de bas de soie, de cuir. Et puis, au cours de l'expédition, il s'empare de 10 autres navires plus petits, venus de Messine en Sicile, de Berbérie, de Pantellet et de France. Le total des prises, parce que tout ça c'est calculé, hein, il y a des comptables qui comptent ça. C'est sérieux. Hein. Le total des prises est évalué à 170 000 livres et le bénéfice à 57 905 livres. On ne parle même pas de ce qu'a produit la vente des captifs ou la rançon des captifs, qui ont certainement été réduits à l'esclavage et vendus au tout. Il n'y a qu'une seule chose qui arrête ces activités, la peste. Parce qu'il y a des épidémies de peste. La peste, oui, ça arrête tout. Mais pas les guerres, pas les conflits entre musulmans et chrétiens. C'est la peste qui arrête. Il n'y a que ça pour arrêter tout ça. Et on peut dire que cette activité ne s'arrête pas complètement avant le début du 19e siècle. Souvenez-vous de la prise d'Alger par les Français en 1830. Mais pour prendre l'exemple catalan, le corsaire qui s'empare du bateau sur lequel s'est embarqué François Arago lors de son expédition géodésique aux îles Baléares en 1808 n'était pas un barbaresque, mais bien un catalan sorti de Palma ou de Palamos. Et aujourd'hui, il n'y a plus de pirates. À qui voulez-vous le faire croire? Avec tout ce qui se passe entre la Syrie et la Grèce ou la Turquie. Il n'y a plus de pirates. Il y a toujours des pirates en Méditerranée. Il y en a un peu moins à Majorque. Mais c'est un autre type de piraterie. Merci de votre attention.